Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Nicolas Metzoff, maire de La Foix, élu à la province sud et au Congrès, président de Génération NC, mais aussi candidat aux législatives dans la seconde circonscription sous l'étiquette majorité présidentielle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, comment se passe votre campagne? Vous êtes sur le terrain depuis quelques temps là maintenant. Oui, ça se passe très bien. Un super accueil de la part des Calédoniens partout où je vais. La deuxième circo, elle est grande, hein. Elle va de Yaté à Bélep. Donc c'est toute la grande terre sauf Nouméa. Donc c'est beaucoup de routes, mais c'est aussi beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges et à chaque fois dans la joie et la bonne humeur. Donc c'est vraiment une campagne agréable. Qu'est-ce que vous dites aux Calédoniens que vous rencontrez? Quels sont les points essentiels de votre programme ou en tout cas de votre intention de candidature? Comment est-ce que vous leur expliquez que vous voulez être député? On part du contexte politique, c'est important. Je rappelle que on a voté 3 fois non à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie et que malgré ça, les indépendantistes aujourd'hui souhaitent bafouer un petit peu la parole qu'ils ont donnée à travers l'accord de Nouméa, puisqu'ils souhaitent organiser un nouveau référendum dès 2025 avec un corps électoral toujours gelé, qu'ils souhaitent vraiment l'indépendance pleine et entière, qu'ils ont un discours qui se radicalise avec les propos de Daniel Goa ou les propos qu'ils ont tenus devant l'ONU. Et donc c'est vrai que je leur dis qu'à ce moment-là de l'histoire, il est important d'avoir des députés qui vont défendre les valeurs des non-indépendantistes, à savoir une Nouvelle-Calédonie française de manière définitive, avec un dégel du corps électoral, une équipe loyaliste unie, soudée, déterminée à faire bloc et qui travaille en étroite collaboration avec le président de la République. Alors face à vous, il y aura justement un candidat indépendantiste, on connaît son nom maintenant, Gérard Régnier, on le connaît bien, ancien secrétaire général de l'Union calédonienne. Vous avez été surpris de sa désignation? Non, après, moi je ne suis pas là pour juger les désignations des candidats du FLNKS. Ce que je note, c'est que le FLNKS est uni au-delà du FLNKS même, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à rejoindre le Parti travailliste. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les indépendantistes vont en bloc de manière unie à ces élections législatives et il faut impérativement que nous, on arrive à mobiliser notre électorat dès le premier tour. Le candidat indépendantiste au sens large, effectivement, FLNKS et nationaliste, je crois, comme étiquette, ce sera votre adversaire dans cette campagne? Ah oui, moi je suis un fervent adversaire de l'indépendance et des indépendantistes. De l'indépendance déjà parce que c'est quelque chose qui est néfaste pour notre pays, et puis de la vision des indépendantistes qui souhaitent mettre en avant une ethnie plutôt que le peuple calédonien dans la future société calédonienne. Donc si vous voulez, moi je porte les valeurs des non-indépendantistes. Alors quelles sont ces valeurs? Elles sont très simples, c'est comme je le disais tout à l'heure, inscrire définitivement la Nouvelle-Calédonie dans la France, arrêter de faire des référendums tous les 4 matins parce qu'on tue le vivre ensemble, on tue notre économie et on n'offre pas de visibilité aux Calédoniens sur l'avenir, donc on perd énormément de confiance. Le dégel du corps électoral qui pour moi est fondamental parce que un pays qui se renferme sur lui-même, un pays qui n'accepte pas l'autre, c'est un pays qui meurt à petit feu. Et puis, j'oublie pas qu'il y a des Calédoniens aussi qui sont nés sur ce territoire, qui ont grandi ici, qui ne sont jamais peut-être sortis de chez eux et qui n'ont pas le droit de vote parce que juste leurs deux parents sont métros. Donc, on ne peut pas continuer à vivre dans ce pays avec autant de monde en dehors du système, alors que pourtant ils sont insérés dans la vie économique, mais pas seulement, dans la vie culturelle, dans la vie sociale, à travers les associations, à travers différentes organisations. Et donc, pour moi, la Nouvelle-Calédonie, et c'est une des valeurs des loyalistes, c'est une Nouvelle-Calédonie qui est ouverte sur le monde et qui ne referme pas la porte derrière elle. On est tous des enfants de personnes qui sont arrivées ici. Et je crois que la Calédonie, elle continuera de se construire comme ça. Bien évidemment, je défends également, comme vous le savez, l'égalité entre tous. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne construira rien s'il y a une ethnie qui est favorisée par rapport à une autre. Je crois qu'on a créé beaucoup de haine, beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune ces 30 dernières années à favoriser une ethnie plutôt qu'une autre. Je prends par exemple l'inscription automatique pour les uns et pas pour les autres. Je prends par exemple un impôt foncier pour les uns, pas pour les autres. Je pense à des droits de succession pour les uns, pas pour les autres. À un moment donné, moi, je porte l'égalité. Parce qu'on ne construira pas une Nouvelle-Calédonie, un pays uni, si on ne traite pas les Calédoniens avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Pourquoi est-ce que vous êtes candidat, en fait? Est-ce que c'est... Alors, bon, vous êtes maire de La Foix, si vous êtes élu, vous ne pourrez plus l'être. Vous êtes président d'un parti qui va plus ou moins se fondre dans la majorité présidentielle ou dans la maison commune qui va être créée ici. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pressé? Est-ce que vous ne pouviez pas attendre? Vous êtes jeune, vous avez, je crois que c'est même votre anniversaire aujourd'hui, donc Oui, vous devez avoir quoi, 34 ans? 34 ans. 34 ans aujourd'hui. Vous aviez un peu de temps. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pressé? Pourquoi y aller dès cette élection?
Alors, déjà, 34 ans, vous savez, c'est l'âge qu'avait Sébastien Lecornu lorsqu'il a été nommé ministre. Donc, on n'a pas considéré qu'il était jeune en Nouvelle-Calédonie, vu l'excellent travail qu'il a mené. La Ah bah, deuxième chose... vous n'êtes pas forcément Sébastien Lecornu. Non, bien sûr, mais je veux dire, attention, Que l'âge n'est pas un obstacle. qu'est-ce qu'on appelle jeune? Ensuite, il y a une deuxième chose que je voulais vous dire, ça fait 10 ans que je suis dans les institutions. J'ai été élu en 2014, la même date que Thierry Santa, par exemple, élu du Congrès, j'ai été membre du gouvernement en charge du budget, j'ai été à la tête de plusieurs organismes publics, d'établissements publics, j'étais en charge de l'énergie, du budget, de l'agriculture, je suis devenu maire, et à chaque fois, j'ai été trop jeune. On m'a expliqué en 2014 que j'étais trop jeune pour être élu. Ensuite, j'ai été trop jeune en 2007 pour être membre du gouvernement. Ensuite, j'ai été trop jeune pour créer un parti. Ensuite, j'ai été trop jeune pour devenir maire. Et à chaque fois, j'ai gagné. Donc, vous voyez, enfin, l'âge, c'est pas quelque chose d'important. L'important, c'est les convictions, les valeurs et la détermination de faire. Ensuite, pourquoi je suis candidat? C'est une excellente question. Je crois que c'est le sens des responsabilités qui me l'a imposé. Puisque lorsque la majorité présidentielle, le président de la République, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, vous demandent d'y aller parce qu'ils veulent, autour de la table des discussions, une vision nouvelle de la Nouvelle-Calédonie, un représentant de cette jeunesse qui va construire la suite, que l'ensemble des partis non indépendantistes comme Sonia Backès, Gilles Brial, Philippe Dunoyer, Christopher Gizès, Nina Julier, Isabelle Lafleur aussi, souhaitent que vous soyez leur candidat pour les représenter dans la deuxième circonscription. Je crois que je ne peux pas fuir mes responsabilités aussi parce que ça voudrait dire que je me suis inscrit en politique que pour penser à moi. Et effectivement, le meilleur choix que j'aurais eu à faire en tant qu'homme politique qui est carriériste, c'est de rester tranquillement dans ma mairie, de regarder les élections législatives depuis mon fauteuil de maire, de compter les points et de me réserver pour les prochaines élections provinciales. Or, j'ai considéré qu'à ce moment-là de l'histoire, je ne pouvais pas me défiler devant l'unité qui était faite sur ma candidature dans la deuxième circonscription. Il y avait une unanimité, il n'y a pas eu de jalousie ou de rancune en disant pourquoi lui. J'imagine qu'il y avait d'autres personnes à l'intérieur de cette grande mouvance qui avaient envie d'y aller aussi, non? Non, franchement, ça s'est fait tout naturellement. Ça s'est fait tout naturellement, vraiment en étroite collaboration et en transparence avec tous, parce que c'est ça l'avantage d'une union. Vous voyez, Elisabeth Noire, c'est que lorsqu'on est tous ensemble, on partage les mêmes idées, on partage les mêmes valeurs et on met tout sur la table. Et puis moi, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais saluer le sens des responsabilités aussi de mes partenaires politiques, parce que je ne suis pas seul dans cette histoire. Vous voyez, Sonia Backès et Gilles Brial, ils ont gagné les élections provinciales de 2019, largement. Et aujourd'hui, leur parti politique n'envoie pas de candidat à ces élections législatives pour pouvoir permettre de réussir l'union des non-indépendantistes. Eh bien, ça n'a pas dû être facile pour eux d'expliquer à leur mouvement politique, d'expliquer à leurs militants, d'expliquer à leurs sympathisants que malgré leur victoire, ils n'envoyaient pas de candidat, mais qu'à ce moment-là de l'histoire, ce qui importait, c'était que tous les loyalistes se regroupent pour arriver unis à la table des discussions. Parce que si on arrive désunis à la table des discussions, Elisabeth Noire, si on n'est pas alliés, nous, les non-indépendantistes, comme le RPCR nous représentait en 88 avec Matignon, en 98 avec Nouméa, les indépendantistes vont faire ce qu'ils ont toujours fait dans notre pays. Ils vont utiliser nos divisions et nos failles pour faire avancer leur doctrine et leurs revendications. Et donc, à un moment donné, il faut que nous, on soit en capacité d'arriver à mettre nos égos, nos ambitions personnelles de côté. Et c'est ce qu'on a réussi à faire collectivement. Et donc, je voudrais remercier pour ça le MPC de Gilles Brial et les Républicains calédoniens de Sonia Backès. Alors tous les loyalistes unis, sauf, et vous le savez, sauf le Rassemblement, il y aura en face de vous un candidat issu du Rassemblement, le président même du Rassemblement, Thierry Santa, alors que vous étiez avec le Rassemblement, par exemple, dans les loyalistes pour faire la campagne référendaire. Ouais. Et vous n'étiez pas avec Calédonie Ensemble, qui était à part pour ces campagnes. Comment est-ce que les Calédoniens peuvent s'y retrouver? Et vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à un candidat comme celui du Rassemblement? Alors, je vais parler du parti politique Le Rassemblement. C'est vrai que depuis l'épisode du Congrès, le Rassemblement nous a habitués à prendre des initiatives de manière un peu solo. C'est-à-dire qu'ils avaient présenté Virginie Ruffnac à la présidence du Congrès alors qu'on n'en avait pas discuté entre nous tous. Là, le Rassemblement, la veille de leur déclaration de candidature, on était tous ensemble au Congrès pour dénoncer l'attitude des indépendantistes lors du vote du budget. Donc ils prennent des initiatives régulièrement tout seuls et en amont pour qu'ensuite nous on n'ait pas le temps de se réunir et puis de discuter entre nous. Donc je trouve regrettable parce que le Rassemblement ne s'appelle pas le Rassemblement pour rien. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, Elisabeth Noire. Le Rassemblement s'appelle le Rassemblement parce qu'il a rassemblé tous les partis loyalistes qui existaient à la fin des années 70 pour lutter contre la montée de la revendication indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Et c'est Jacques Lafleur qui avait réussi ce tour de force en amenant avec lui Dick Ukwe,
M. Cherrier, M. Nagle, les jeunes giscardiens, le parti wallisien foutounien loyaliste de l'époque. Donc il y avait cette unité qui avait été faite. Donc c'est ça l'ADN du rassemblement, c'est de rassembler. Et aujourd'hui, la petite ironie de l'histoire, c'est que c'est le rassemblement qui est seul et que c'est tous les autres partis loyalistes qui sont rassemblés. Donc moi, je regrette cette situation, bien évidemment, parce que je crois que la main, elle doit rester tendue. Je tiens à dire tout de suite que si je gagne au premier tour, je tendrai la main à Thierry Santa pour qu'il rejoigne l'Union des non-indépendantistes, parce que je pense qu'on a besoin du rassemblement de Thierry Santa, de Virginie Ruffnac, dans ce gros bloc loyaliste pour aller à la discussion face aux indépendantistes. C'est important. Bien évidemment, si j'arrive derrière Thierry Santa au premier tour, j'appellerai dans la minute qui suit à voter pour lui, ou en tout cas au candidat loyaliste le mieux placé. Je suis moi un non-indépendantiste affirmé, avéré, et j'ai toujours été pour l'Union. Donc ça, si vous voulez, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, sur Thierry Santa lui-même, je n'ai pas de sujet. C'est quelqu'un que je connais, que je respecte beaucoup et avec qui j'aurais grand plaisir à travailler s'il rejoignait l'Union. Alors justement, en face, il y a cette union que vous avez constituée. Et je voudrais dire une chose encore, pardon Elisabeth Noir, sur ce sujet de l'Union. Excusez-moi. Je pense que, par contre, si les candidats de l'Union ne gagnent pas, il n'y aura plus d'Union. Il faut le dire. Parce que ça voudra dire que les Calédoniens, les électeurs, et les électeurs sont souverains et ils ont toujours raison parce que c'est ça la démocratie, ça veut dire que les électeurs auront choisi des candidats qui sont partis tout seuls aux élections avec leur propre parti politique et qu'ils n'auront pas choisi ceux qui ont fait des concessions les uns envers les autres pour se réunir et pour défendre l'ensemble du bloc non indépendant. On peut penser aussi que des législatives, et on l'a vu souvent dans le passé en Calédonie, le premier tour sert un peu de primaire. C'est une élection sur un individu, un homme ou une femme qu'on veut élire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas forcément globalement une union. Je comprends ce que vous dites, mais on n'est pas dans une élection législative normale. On est dans une élection législative qui va déterminer la suite de l'histoire en Nouvelle-Calédonie. Où on ne sait pas si on va finir avec un corps électoral gelé et un référendum dans 3 ans, ou si la Calédonie, on va réussir à l'inscrire définitivement dans la France. Donc, il y a un moment donné, on ne peut pas se permettre d'aller à cette élection législative comme si c'était une élection législative normale. Il faut avoir le sens des responsabilités et le poids de l'histoire. On ne peut pas faire jouer nos partis et nos personnes à ce moment-là. Ce n'est pas possible. Et donc, je reviens sur ce que je disais. Les électeurs vont être importants. Je crois qu'il faut aussi pouvoir saluer l'effort qui a été fait par l'ensemble de ces responsables politiques pour faire cette union. Voilà. Parce que je voudrais vous entendre sur cette union, justement. Vous dites on a fait des concessions les uns et les autres. Alors, lesquelles avez-vous faites? Est-ce que c'est sur l'histoire même de vos partis, sur l'existence de vos partis? Est-ce qu'ils vont tous disparaître pour se fondre dans un parti unique? Ou est-ce que c'est des concessions sur les valeurs des uns et des autres, les projets de statut des uns et des autres, les ambitions des uns et des autres? C'est quoi les concessions que vous avez dû faire? Déjà, j'en ai parlé. Alors, la première des concessions pour les républicains calédoniens ou pour le mouvement populaire calédonien, c'est pas avoir de candidat. C'est pas avoir de candidat, donc c'est quand même assez important. Nous, à Génération NC, on a décidé effectivement de pouvoir rentrer dans les discussions sur la future organisation institutionnelle du pays, parce que vous savez que nous étions, et nous le sommes, pour la suppression des provinces, alors que ce n'était pas le cas de nos partenaires. Donc ça, vous oubliez au nom de l'union? Non, mais vous voyez, l'avantage d'une union, c'est qu'on arrive à poser à plat les problèmes et à trouver des points d'accord pour arriver unis face aux indépendantistes. C'est ça l'avantage de se réunir et de travailler ensemble. Donc on s'est mis d'accord, par exemple, sur l'organisation institutionnelle, sur 2 choses. C'est-à-dire qu'on est contre toute forme de partition, c'est-à-dire que même si les provinces arrivaient à demeurer en Nouvelle-Calédonie dans l'organisation institutionnelle actuelle, elles ne pouvaient pas être des outils au service d'une partition du pays. Que ce soit des collectivités de proximité qui exercent un certain nombre de compétences pour rendre service aux Calédoniens avec des politiques publiques comme le tourisme, comme l'agriculture, comme le sport. Alors peut-être que ça sera au gouvernement, mais je donne des exemples. OK. Que ce soit des provinces avec des corps électoraux différents par province ou encore chacune des provinces qui a des relations différentes avec l'État, ça, c'est pas possible. Donc, on s'est mis d'accord avec nos partenaires là-dessus. Donc, déjà, pas de partition, même avec l'existence des provinces. Et la deuxième chose, c'est que, quelles que soient les institutions qui devront rester au lendemain de l'accord avec les indépendantistes, on ne devra plus répartir les compétences comme on le fait aujourd'hui entre toutes les institutions. Je prends l'exemple de la compétence de l'eau en Nouvelle-Calédonie, c'est les mairies, les provinces, le gouvernement, l'État et même les établissements publics autour qui s'en occupent. On a décidé qu'une compétence par institution de manière à avoir une administration beaucoup plus agile, beaucoup plus dynamique et qui puisse rendre service aux Calédoniens et qui ne les empêche pas d'avancer dans leurs projets. Voilà. Non, mais vous voyez, c'est le genre d'exemple que quand on se met ensemble, quand on arrive à discuter, on trouve des points d'accord et ensuite on arrive unis face aux indépendantistes et on est plus fort lorsqu'on est unis.
Vous avez choisi comme suppléant Willy Gattuo, le maire de Païta. Lui, il est républicain calédonien, c'est parce que justement vous vouliez aussi que les républicains calédoniens soient présents d'une manière ou d'une autre dans ces législatives? Non, pas du tout. C'est parce que Willy Gattuo, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Parce que Willy Gattuo, à ce moment-là de l'histoire en Nouvelle-Calédonie, c'est quelqu'un qui se revendique calédonien. Parce que vous savez, dans notre pays, notre problème, c'est qu'on communautarise beaucoup le débat politique. Les Kanaks sont indépendantistes, les Blancs sont loyalistes, et maintenant on a les Wallisiens et les Futuniens qui seraient à l'éveil océanien. Eh bien, Willy Gattuo, il dépasse ça. Il dépasse ça et dit, moi je suis calédonien. Je suis d'abord un Calédonien. Et je suis un Calédonien d'origine wallisienne ou futunienne. Peut-être, mais je suis un Calédonien. Je suis un Calédonien comme Nicolas Mesdorf. Je suis un Calédonien comme Rocco Mitan. Et je suis un Calédonien comme le métropolitain qui s'est installé ici depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans. Donc, vous voyez, c'est cette logique de vivre ensemble qui anime Willy Gattuo, qui, moi, me plaît. Et ça ne doit pas être facile pour lui parce que j'imagine qu'avec la montée de l'éveil océanien dans sa communauté, il y a la montée du communautarisme, et lui, c'est un rempart au communautarisme. Donc, c'est vraiment cette valeur-là qui me plaît chez Willy Gattuo. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Willy, c'est quelqu'un de fondamentalement loyaliste, non indépendantiste, déterminé. Il est pour une Calédonie française, et je sais qu'il lâchera rien là-dessus. Troisième chose, c'est que c'est un élu de proximité comme moi, c'est un maire, il connaît le quotidien des Calédoniens. Parce que, je vais dire un mot sur le suppléant. Le suppléant, c'est quelqu'un d'important. Parce que lors de la dernière mandature en métropole, 55 suppléants sont devenus des députés, soit 10% de l'Assemblée nationale. Et c'est surtout des députés de la majorité. Donc c'est quasiment 20% de la majorité qui finit par être député lorsqu'il est suppléant. Donc ça veut dire que, alors je ne me le souhaite pas, mais s'il m'arrive malheur, ou si je suis nommé dans un ministère, bon ben là c'est beaucoup de grosses ambitions, je pense plus à ce qui m'arrive malheur, mais il faut que derrière mon suppléant, il ait les mêmes valeurs que moi, la même expérience politique et la même détermination. Ce que je veux dire, c'est que le suppléant, ça ne doit pas être quelqu'un qu'on choisit comme ça parce que sur la photo, ça va être joli ou pas. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui partage des valeurs et des convictions. Et puis il a la valeur ajoutée d'être le maire d'une grosse commune de l'agglomération, ce qui est aussi utile. Oui, parce que moi, je ne me cache pas que j'ai un côté brousse affirmé et que Willy Gattuo, avec sa connaissance du Grand Nouméa et des problématiques du Grand Nouméa, sera un excellent binôme pour moi où on pourra être très complet dans la gestion de la deuxième circonscription parce que les problématiques du député entre le Grand Nouméa et la Brousse ne seront pas pareilles. Alors dans la première circonscription, en revanche, vous faites campagne avec Philippe Dunoyer, vous allez vous croiser, en tout cas vous avez le même programme, les mêmes thèmes, la même étiquette, majorité présidentielle. C'est pas paradoxal après votre départ avec perte et fracas de Calédonie ensemble? Non, Votre départ, votre scission même, Oui, bien sûr. votre dissidence. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une union, c'est pas une union si on se regroupe avec ceux qu'on aime bien, sinon ça s'appelle un parti politique. Une union, c'est une union avec des personnes avec qui vous vous êtes combattu, avec qui ça n'a pas été à un moment donné. En plus, vous aimez pas. Bah non, mais c'est pas qu'on s'aime pas, c'est loin de là. Alors moi, j'ai rien contre Philippe Dunoyer, mais on a une relation qui est professionnelle parce qu'on est des non-indépendantistes tous les deux. Et je crois que une union, c'est avec tout le monde. C'est avec tout le monde, tout simplement. Et donc, Philippe Dunoyer, il a le soutien de la majorité présidentielle dans la première circonscription, donc il a mon soutien. Voilà. Vos relations avec la majorité présidentielle, c'est quoi exactement? Est-ce qu'il n'y a pas un peu le risque, alors on ne sait pas, évidemment, on ne va pas anticiper sur le résultat des législatives, que ce soit ici ou en métropole, est-ce qu'il n'y a pas un peu le risque de majorité godillot, comme on disait à l'époque du RPR, je crois, avec des députés qui en fait n'ont plus aucun pouvoir dans la mesure où ils sont forcément sous l'autorité du président de la République et de la majorité présidentielle? Alors moi, je ne serai pas sous l'autorité du président de la République, je serai sous l'autorité des Calédoniens. Ça, c'est clair. Parce que moi, je suis un Calédonien et je défends l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, je vais vous dire pourquoi c'est important de travailler avec la majorité présidentielle. Alors non seulement le président de la République a fait un excellent travail en Nouvelle-Calédonie avec Sébastien Lecornu, donc il est important que les Calédoniens qui leur ont apporté un soutien à l'élection présidentielle leur apportent une majorité désormais à l'Assemblée nationale avec Philippe Dunoyer et moi, parce qu'il va falloir leur donner les moyens de travailler. Et puis, vous savez, le président de la République, c'est quand même celui aussi qui va tenir la plume sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'en principe, jusque-là, on est à 3 partenaires. Non, mais je vais... Dans le texte que vous avez signé, il y a effectivement mis des discussions sous l'autorité de l'État. Oui. L'État, c'est un partenaire ou c'est lui qui va dicter les choses? C'est un partenaire, mais Elisabeth, il faut dire la vérité aux auditeurs. Nous sommes un territoire français, nous l'avons affirmé. Nous sommes entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Nous avons une zone économique exclusive d'1 800 000 km². Nous avons un quart des ressources de nickel au monde.
nous sommes dans une zone géopolitique intense qui bouge tout le temps et nous sommes le dernier pays européen du Pacifique depuis le Brexit, là, les territoires français. Je ne vois pas comment le chef de la 5e puissance mondiale va totalement se désintéresser du futur statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est impossible, parce qu'il a le sens des responsabilités. Et donc, il faut être à ses côtés. Il faut être à ses côtés pour conseiller, expliquer la Nouvelle-Calédonie, orienter les choses. Parce que si on est dans l'opposition, on n'a pas accès au président, on n'a pas accès à ses équipes et on ne sert à rien. Donc il faut être à tout prix un proche du président de la République, un proche de ses équipes, pour que le futur statut de la Nouvelle-Calédonie corresponde le plus possible aux attentes des non-indépendantistes que nous sommes. La deuxième chose que je veux dire sur l'attachement à la majorité présidentielle Elisabeth Noir, siéger dans le groupe de Valérie Pécresse, siéger dans le groupe de Jean-Luc Mélenchon, siéger dans le groupe de Marine Le Pen, ça donnera accès à rien, ni au ministère des Finances, ni au ministère des Outre-mer, ni à Matignon, et encore moins à la présidence de la République. L'opposition en démocratie, pour vous, ça ne sert à rien? Pour défendre les... Elisabeth Noir, vos auditeurs sont des auditeurs aguerris, que vous informez sur la politique depuis des années. Aucun Calédonien n'est dupe. Tous les Calédoniens savent qu'on obtient beaucoup plus de choses, on a beaucoup plus de relations, on a beaucoup plus d'entrées lorsqu'on est au sein de la majorité. Et je vais vous dire quelque chose. La Calédonie, aujourd'hui, elle a une chance. C'est qu'on a un alignement des planètes qui se fait pour notre territoire. On a soutenu le président de la République, et si on soutient les 2 députés du président de la République, alors que ça n'a pas été le cas de l'ensemble des territoires d'outre-mer, notamment les départements, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, on va pouvoir aller chercher des crédits. On va pouvoir aller chercher des crédits pour faire des choses. Je pense à la route de désenclavement du Mont-d'Or, je pense à la 4 voies de Païta, je pense à l'instauration du service militaire obligatoire pour tous les jeunes en échec scolaire. Si on n'est pas un proche du président de la République, comment on fait pour obtenir tout ça pour les Calédoniens? C'est un peu inquiétant de se dire, le président de la République, si on n'a pas voté pour lui, il va nous laisser tomber, il ne va pas nous donner d'argent. C'est pas le sujet. C'est quand même un peu, c'est pas le sujet. C'est quand même un peu réducteur comme vision de la démocratie. Non, mais Elisabeth Noir, quand on a enfin, je suis désolé, nous on est tous les jours en relation avec les ministres et l'équipe du président de la République, par téléphone, par mail, par visioconférence. On a accès à au système de l'État aujourd'hui, ce qui peut nous aider à faire avancer la Nouvelle-Calédonie. Si les Calédoniens veulent envoyer des députés de l'opposition, ils peuvent le faire. Mais ça sert à quoi d'avoir un député de l'opposition aujourd'hui qui siège à l'Assemblée nationale si c'est juste pour aller à la cafétéria? Ça ne sert à rien. Nous, on a besoin de faire jouer la solidarité nationale dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation catastrophique. On a vu encore les manifestations hier concernant la vie chère. On n'a plus d'argent en Nouvelle-Calédonie. Notre richesse n'existe plus. On ne va pas augmenter les impôts pour les Calédoniens, ils n'ont plus d'argent. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher dans la poche des Calédoniens de l'argent pour relancer notre économie ou pour prendre des mesures sociales pour aider les plus démunis. Aujourd'hui, il faut faire jouer la solidarité nationale. La solidarité nationale parce que notre pays est à terre. Je pense à la solidarité nationale sur l'énergie. Comment ça se fait que, par exemple, à Wallis et Futuna, qui est un territoire d'outre-mer, ils aient le même tarif d'électricité que sur la métropole, qu'en métropole, parce qu'ils ont fait jouer le système de péréquation nationale. Comment ça se fait que nous, on ne l'a pas? Il faut aller chercher ça pour réduire la facture d'électricité par 2. Il faut aller chercher aussi les primes sur le carburant qu'a mis en place l'État, qui permet de faire baisser de plus de 20 francs le prix du carburant. Il faut aller chercher les aides de l'État pour aider le fret et pour avoir une baisse des importations. Parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas cet argent pour le faire. Mais cet argent, Elisabeth Noir, vous pensez qu'on va le chercher plus facilement lorsqu'on est dans la majorité ou lorsqu'on est dans l'opposition? Et je vais dire un mot, coup double, sur les soutiens de Valérie Pécresse. On avait l'occasion... Valérie Pécresse était candidate à la présidentielle maintenant. Ils avaient l'occasion. C'est pas l'un des leaders des Républicains non plus. Lorsque Valérie Pécresse a appelé pour voter Emmanuel Macron entre les 2 tours, Madame Noir, les candidats pécressiens aujourd'hui, ils ne l'ont même pas fait. Donc quand en métropole, on va voir que les députés calédoniens, ont soutenu Pécresse et 2 n'ont pas appelé à voter Macron alors que Valérie Pécresse l'a fait, que chez les Républicains, je suis désolé, vous savez que ils chez l'ensemble des n'auront pas Républicains, accès aux moyens de l'État. Non mais je peux dire les choses, c'est une vérité. Bon. Alors votre proximité avec la majorité présidentielle à l'inverse, est-ce que ça risque pas de bloquer d'autant plus les indépendantistes? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir les ramener autour de la table des discussions ou qu'au contraire ils vont dire l'État n'est pas neutre puisque il représente ici entre guillemets la droite locale, non, comme ils aiment dire? Vous savez, les indépendantistes, moi je ne suis pas là pour leur faire des cadeaux. Je ne suis pas là pour faire des cadeaux aux indépendantistes. Je vais à la table des discussions, si je suis élu député, je vais défendre les valeurs des non-indépendantistes. Mais vous voulez qu'ils soient autour de la table ou non?
Ils vont venir autour de la table, ils n'ont pas le choix. Mais Elisabeth Noire, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis pour une position ferme avec les indépendantistes. Ferme. Parce que si c'est pour aller à la table des discussions, parler de consensus, de dialogue, à tout prix trouver quelque chose, et que les indépendantistes nous disent « Ok, mais c'est référendum dans 3 ans, gel du corps électoral et Kanaki quoi qu'il arrive », moi, un consensus là-dessus, ça ne m'intéresse pas. Là, ce ne serait pas un consensus. Ce serait se rendre à leurs arguments. Une négociation, c'est forcément... Parce que nous avons gagné. Donc les discussions, ça ne se passe pas sur le terrain des indépendantistes. Ça se passe sur le terrain des non-indépendantistes. Donc moi, je ne vais pas faire de cadeaux aux indépendantistes. Ce n'est pas mon intérêt et ce n'est pas l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Mais vous souhaitez qu'ils reviennent autour de la table ou est-ce que pour l'instant, ils en sont à des bilatérales avec l'État uniquement? Non mais vous rigolez ou quoi? Ils peuvent chanter tout ce qu'ils veulent sur les bilatérales, sur le référendum quoi qu'il arrive, etc. Ceux qui ont permis à la Calédonie de rester française, c'est les non-indépendantistes. Et je dis toujours une phrase, Jean-Marie Tjibaou, il n'a pas serré la main de l'État. Il a serré la main de Jacques Lafleur, le représentant des non-indépendantistes calédoniens. Donc nous, le premier partenaire de l'accord de Nouméa, c'est nous, les non-indépendantistes calédoniens. Et rien ne se fera sans nous. En tout cas, moi, j'irai porter la voix de toutes les personnes qui, depuis 40 ans, ont permis à ce que la Nouvelle-Calédonie reste française et qu'elle puisse s'épanouir entre un développement économique harmonieux, entre un développement social harmonieux et entre une égalité entre toutes les ethnies du territoire. Moi, c'est ça que je vais porter. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il ne faut pas... Parce qu'on a tendance en Nouvelle-Calédonie à être un peu aussi dans ce système où on veut absolument faire plaisir aux indépendantistes parce que sinon, on ne s'en sort pas. C'est parce que je vous dis. Mais vous me parlez vous-même de discussions. Donc des discussions, forcément, il y a des échanges. Bien sûr. Les accords ont été conclus au prix de concessions, entre guillemets, ou de compromis réciproques, et vous le savez bien. Bien sûr. Donc, est-ce que c'est en imposant les choses que vous y arriverez? Ma question, c'était, est-ce que vous souhaitez qu'ils soient autour de la table et comment les ramener autour de la table? Faire des concessions, on en est conscient. Mais moi, j'y vais pour en faire le moins possible. Parce que nous avons gagné. Enfin, on n'est pas à égalité, là. Nous, on a eu 3 référendums. Si on votait non, il fallait voter une 2e fois. Si on votait non, il fallait voter une 3e fois. Avec un corps électoral gelé alors qu'il devait être glissant. Avec une clé de répartition politique, financière qui nous est défavorable depuis 30 ans. Vous croyez que je considère qu'on est à égalité? Non. Moi, je vais défendre nos valeurs. Et les indépendantistes, ils viendront à la table des discussions. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que sinon, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, on reste français. Et les prochaines élections provinciales, elles vont se faire avec le corps électoral qui sera dégelé. Donc, ils vont venir à la table de discussion, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je ne vais pas courir après eux. Parce qu'à force de courir après eux, aux indépendantistes, on leur donne des choses et ils continuent leurs revendications. On leur a donné le corps électoral glissant, le corps électoral gelé, ils ont continué à revendiquer Kanaki. On leur a fait la clé de répartition, ils ont continué à revendiquer Kanaki. On leur a donné le drapeau du FLNKS, ils ont continué à revendiquer Kanaki. À un moment, stop, on a gagné. On a gagné. C'est le discours que vous tenez auprès de l'État quand vous parlez avec eux? Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important d'être un proche de l'État. Parce qu'il faut affirmer ça. Il faut affirmer ces choses-là. Moi, je l'ai dit plusieurs fois à Sébastien Lecornu, comme je l'ai dit au conseiller outre-mer du président de la République. Enfin quoi, Elisabeth Noire, on est quand même à un carrefour de notre histoire. Soit on va à gauche, soit on va à droite. Sébastien Lecornu, vous avez des nouvelles? Vous savez ce qu'il va devenir ou non? Il va continuer à s'occuper du dossier calédonien ou non? Puisque vous l'avez régulièrement. Sébastien Lecornu est très attaché au dossier calédonien. Donc il gardera un œil dessus. Je pense qu'il a été sera appelé à d'autres responsabilités, on peut penser? Oui, clairement. Des responsabilités plus haut placées, et c'est tant mieux pour nous parce qu'il sera un élément essentiel du futur gouvernement. Et puis, je crois qu'il a été très touché du soutien que lui ont apporté les Calédoniens. Donc, il va veiller. On est pratiquement la seule collectivité d'outre-mer à avoir donné la majorité à Emmanuel Macron. Oui, avec la Polynésie française et Wallis et Futuna, donc les territoires du Pacifique. Comment va se dérouler votre campagne maintenant? Qu'est-ce qui est prévu? Quels sont les grands rendez-vous que vous avez d'ici le premier tour, le 12 juin? Eh bien, écoutez, moi, je déroule mon programme de campagne avec ce que je viens de vous dire, avec bien évidemment aussi la protection de la propriété privée, parce qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est 1 800 000 hectares de terre. Il y a 1 million de terres qui appartiennent au domaine, 500 000 aux terres coutumières, et que 300 000 terres privées seulement, 300 000 hectares de terres privées. Ça représente plus que 16% de la superficie du pays, nos terres privées, alors que c'est elles qui produisent la richesse. Donc, à un moment donné, les revendications foncières, stop, on n'en peut plus. Et puis il faut mettre en valeur les terres coutumières parce que c'est bien joli d'avoir redistribué 200 000 hectares de terres privées en terres coutumières depuis 1978, mais si c'est pour rien en faire, ça ne sert à rien.
Enfin, je vais porter pour moi quelque chose qui est important, c'est le service militaire obligatoire pour tous les jeunes en échec scolaire en Nouvelle-Calédonie, parce que sinon on ne remettra pas dans le droit chemin tous nos jeunes qui partent en vrille. Alors je ne dis pas que tous nos jeunes partent en vrille, hein, mais ceux qui partent, en tout cas qui sortent de notre modèle de société, qui créent des actes de délinquance, etc. Je pense que quand il n'y a plus l'autorité parentale, quand il n'y a plus l'autorité coutumière, quand il n'y a plus l'autorité scolaire, il reste l'autorité militaire. Et pour moi, Donc ça, c'est important. Vous leur faites intégrer le RSMA? Oui, qu'en étant. Parce que le RSMA, c'est un système qui est volontaire. Aujourd'hui, il y a 600 personnes qui passent par an. L'idée, c'est d'arriver à peu près 1800 à 2000 jeunes, parce qu'on en a 4000 par an qui ont 18 ans. Et donc, de pouvoir les mettre au service militaire et pas forcément volontaire. Parce que forcément, celui qui est volontaire, il a déjà envie de s'en sortir. L'idée, c'est de le rendre obligatoire pour tous ceux qui sont en échec scolaire. Obligatoire. La deuxième chose, c'est la construction d'une nouvelle prison. Encore une? Dans le Grand Nouméa, oui, parce que celle du Nord, elle n'est pas suffisante. Elle fait 120 places et c'est plutôt un centre de réinsertion. C'est pour les détenus qui ont purgé de longues peines et qui veulent se réinsérer. Donc, c'est un peu les bons élèves du camp Est. Or, aujourd'hui, au camp Est, on a 400 places et on a 550 personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on est en incapacité d'incarcérer tous nos délinquants parce que tout simplement, on ne sait pas où les mettre. Et donc, l'idée, c'est de construire une plus grande prison dans le Grand Nouméa. Ça, c'est une compétence de l'État, afin d'avoir une prison de 600-700 places, de manière à ce que chaque jeune qui est attrapé, ou pas jeune, hein, chaque délinquant, quel qu'il soit d'ailleurs, on puisse le mettre derrière les barreaux et qu'on puisse le remettre sur le droit chemin. Parce qu'aujourd'hui, le souci, pour en avoir discuté avec l'ensemble des forces de l'État qui gèrent la sécurité en Nouvelle-Calédonie, le problème, c'est que nos jeunes, enfin, nos délinquants, on sait qui c'est, on les connaît tous, et on finit toujours par les attraper, parce qu'on est sur une île, parce qu'on se connaît, etc. Sauf qu'on les relâche parce qu'on ne sait pas où les mettre. Donc, si on n'a pas cette grande prison, cette nouvelle grande prison, malheureusement, on continuera de relâcher nos jeunes délinquants. Donc ça sera mes priorités sur la sécurité, et c'est ça que je vais expliquer aux Calédoniens dans les prochains jours. Des meetings, des réunions publiques dans les prochains jours ou à signaler? Alors, ce soir, on est à la salle de boxe de Rivière-Salée avec Philippe Dunoyer, la majorité présidentielle, pour un meeting dédié aux sportifs. Dimanche, avec Willy, on est au Faléfono à Païta à partir de 9h30. Et enfin, on est mardi soir à la maison de quartier de Kati-Ramona avec Willy encore à Dimbert. Eh bien, bon courage pour cette campagne, Nicolas Menzarf, et merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.